Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Alice Pigné qui est coordinatrice d'éco-production. Bonjour Alice, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à toi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser ton métier ? Je suis coordinatrice d'éco-production depuis plus de 3 ans et ce métier consiste à amener des meilleures pratiques éco-responsables sur les tournages de cinéma et d'audiovisuel. Donc c'est une bien longue phrase pour dire qu'on essaye en fait de mettre plus de bon sens sur les tournages et la manière de fabriquer des films, de la pré-production à la post-production, et ça consiste en plusieurs choses différentes. Ça peut aller juste de établir une estimation carbone et un bilan carbone, à carrément mettre des vraies actions en place pour que le projet puisse obtenir soit un label éco-prod, soit une prime RSE+, du CNC. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs attentes suivant les productions et les diffuseurs. Et du coup, c'est un métier qui date de quand ? C'est tout récent ? EcoProd, c'est une association qui a du coup 15 ans. Après, c'est sûr que ça s'est développé les dernières années. À ma connaissance, c'est avec la série L'Effondrement sur Canal+, et du coup, avec Alexis Giraudot et Pauline Gilles, que l'éco-production a un peu prendre de l'impact et de l'importance. Je pense qu'aussi, comme les nouveaux métiers, comme coordinateur d'intimité, tout ça, ça vient aussi avec les lois, avec notamment ce qu'ils appellent sustainability sur les tournages, comme par exemple Netflix, ou aussi avec les mesures mises en place par le Centre national du cinéma, le CNC. Donc c'est un peu toutes ces évolutions-là qui fait que ça prend de l'ampleur maintenant. Mais on va dire que ça fait depuis 4 ans, je pense 3-4 ans, que c'est vraiment en train de devenir en vogue sur les tournages. Et c'est un poste qui existe dans les autres pays aussi ou c'est assez français ? C'est assez intéressant de voir que ça existe partout. Dans de nombreux pays en tout cas. Les pays on a l'impression, en tout cas de notre ressenti, les pays les plus avancés en termes d'éco-production seraient la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et l'Angleterre, notamment avec les outils, tout ce qu'ils mettent en place, tout ça. Et on a créé... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est du coup un petit... On n'est pas nombreux dans chaque pays et donc on s'est mis en lien, on est en train de créer l'association ASPA, donc c'est Audiovisual Sustainability Professional Association, et du coup ça regroupe surtout les coordinateurs et coordinatrices d'éco-production d'Europe, mais donc il y a aussi des gens, voilà, par exemple en Nouvelle-Zélande ou autre, et des gens qui feraient ça comme des entreprises de consulting ou plus en auto-entrepreneur, mais c'est pour voir comment évoluent les outils dans chaque pays, où est-ce qu'on en est. Et on regarde aussi les logiciels carbone des autres pays pour le calculateur carbone. Et donc pour ça, EcoProd en France est très avancé sur les questions internationales. Donc on se rapproche d'eux aussi beaucoup. Et pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales nécessaires dans ta profession ? C'est une bonne question parce que du coup les compétences, je dirais que ça serait l'expérience en fait d'un tournage et de vraiment connaître au maximum les différents départements qui existent sur un film et d'avoir un peu à la fois une vision d'ensemble et de savoir parler aux techniciens, aux producteurs, aux comédiens, aux gens qui gèrent plus l'aspect artistique, de connaître vraiment l'environnement dans lequel on est, parce que c'est assez particulier et on le voit beaucoup, des jeunes qui sortent de l'école et qui vont être propulsés sur un tournage avec cette casquette qu'on appelle éco-référent, vont être moins pris au sérieux et en fait c'est une position qui n'est pas facile parce qu'on est un peu électron libre, souvent on est une seule personne qui s'occupe de l'aspect écologique et sociétal un peu du film et on est très autonome. On a une grosse attente de résultats par la production ou les diffuseurs, mais qui ne sont pas présents sur le tournage. Et sur le tournage, on est un peu un métier fantôme. En fait, on n'a pas besoin de nous concrètement pour que l'image soit dans la boîte à la fin de journée, qu'on ait tourné, qu'on ait fabriqué le film. Et donc, c'est là où c'est assez difficile de prendre sa place et de mettre en place des réelles actions
et d'avoir un réel impact sur le film. Donc je dirais qu'un point fort, ça serait d'avoir le plus d'expérience possible sur les tournages, de s'intéresser aux différents postes et bien sûr d'avoir une vraie conscience écologique et ce que j'appelle moi le bon sens. Ça veut dire déjà, c'est sûr qu'on sera un meilleur coordinateur ou meilleure coordinatrice d'éco-production si on s'est formé. Il existe énormément d'outils maintenant pour se former, notamment chez EcoProd, à la CST, il y a des vraies formations, des formations certifiantes. Il existe pas mal de choses pour se former. Pas mal d'outils aussi en ligne qui sont disponibles gratuitement autour de l'éco-production sur les tournages, des fiches métiers, tout ça. Donc on n'a plus d'excuses en tout cas de ne pas avoir les bases. Mais après je dirais qu'il faut quand même être vraiment passionné par le fait de faire un cinéma plus vert, le fait de faire les films d'une manière différente. Il faut aimer l'humain aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges avec trouver des prestataires éco-responsables, des gens qui nous aident. Et en connaissances, du coup, est-ce qu'il y a aussi des connaissances à avoir? Si les connaissances du tournage ou des métiers, compétences humaines, du coup, il n'y a pas d'autres connaissances sur le global, sur ce que tu as dit, les outils, tu vois, par exemple, pour... Oui, si, alors ça, c'est vrai que je l'ai passé assez rapidement, parce que c'est des choses qui s'apprennent... qui s'apprennent vite, en fait, qui s'apprennent tout simplement. C'est sûr qu'il va falloir déjà avoir des connaissances sur les outils pour faire une estimation, il va falloir avoir des connaissances sur les outils pour faire un bilan carbone estimatif en amont du projet, en amont du tournage. Ensuite, je dirais, bien sûr, tout ce qui est... tout ce qui sort au fur et à mesure, suivre l'actualité du Centre national du cinéma, du coup du CNC, parce que déjà, les outils EcoProd qui sont mis en place sur leur site internet gratuitement, que tout le monde peut aller voir, il y a le label EcoProd, où on peut avoir 1, 2 ou 3 étoiles, et il faut connaître qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quels sont les scores, comment calculer l'éco-score de son projet pour voir si on peut prétendre à ce label EcoProd. Et maintenant, il y a la prime RSE+, depuis le 1er septembre, qui a été mise en place par le CNC. Et du coup, c'est toutes ces choses-là qu'il faut savoir. Mais en fait, à partir du moment où on entre un peu dans la boucle de travailler en éco-production, on apprend très vite toutes ces choses-là pour pouvoir, parce que notre atout, notre expertise, c'est vraiment de connaître toutes ces lois qui évoluent, toutes ces réglementations, tout ce qui est possible à mettre en place afin de convaincre les directeurs de production ainsi que les producteurs de faire appel à nous et de mettre ça en place dans les structures. Donc finalement, j'ai l'impression que l'un va avec l'autre et qu'en s'intéressant à tout ça, on apprend et on évolue avec nos outils. Là, c'est vrai que du coup, je fais partie de l'association Accept, qui est l'association des coordinatrices d'éco-production pour la transition écologique. Donc c'est une association qu'on a co-créée en mai l'année dernière officiellement au Festival de Cannes. Enfin, ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle existe, mais on l'a lancée officiellement en mai dernier à Cannes avec EcoProd. Pour nous, c'est très très important d'être soutenu par EcoProd. C'est eux qui font évoluer les outils, le métier, la manière de travailler avec les différents départements en France comme à l'international. Donc pour nous, c'est important de rester pour l'instant ciblé sur l'éco-production, même pour qu'au sein des formations des équipes ou des personnes, on est là pour faire de l'éco-production, pour amener des meilleures pratiques éco-responsables sur les tournages. Par contre, en effet, à quel point, à quel degré ça intéresse les gens, à quel degré on peut rentrer l'aspect sociétal dans tout ça, globalement, ça intéresse tous les gens que je côtoie qui font de l'éco-production, ça les intéresse. Mais en effet, comme tu disais, c'est des choses un peu différentes et il ne faut pas mélanger tous nos combats tout de suite. Pour l'instant, on n'existe pas en tant que métier. On est en train de se battre avec l'association Accept. Un de nos buts, c'est d'être reconnu comme un métier à part entière. Et donc, on discute beaucoup aussi avec les syndicats, tout ça en ce moment, pour voir comment rentrer dans la convention collective. Et le but aussi d'Accept de notre association, c'était vraiment de regrouper des gens passionnés par ces mêmes idées, des gens qui faisaient le même métier,
mais aussi de filtrer quand même des personnes qui vont juste faire un peu d'éco-production comme éco-référent sans réelle conviction ou sans réelle expérience des tournages ou sans être formés. Et de nous, plutôt, au sein d'Accept, essayer d'avoir, au contraire, que des gens qui ont au moins une expérience sur un tournage, qui ont au moins fait, si possible, une formation, et qui vont avoir l'envie de partager, de s'entraider et d'avoir les mêmes outils. Et pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et du coup plus particulièrement maintenant vers ce métier ? Oui, alors moi j'étais très passionnée de théâtre quand j'étais plus jeune. Donc c'est vraiment l'envie d'être comédienne, enfin de faire du théâtre, du cinéma, tout ça qui m'a amenée là-dedans. Du coup j'ai commencé par faire de la figuration et travailler l'été sur les cantines de tournage en serveuse pour pouvoir aller un peu sur des tournages. Et après c'est en faisant un lycée option théâtre, en voyant un peu les théâtre cinéma et en voyant un peu l'arrière du décor. Enfin c'est vraiment en découvrant toutes les différentes facettes d'un court-métrage, enfin du théâtre, du cinéma, tout ça que je me suis rendu compte que, en tout cas pour en faire un métier, j'étais vraiment intéressée par les tournages, les films, par faire des films. Et du coup, je suis partie, j'ai fait des études de montage vidéo, donc un peu aucun rapport, mais j'avais un bac littéraire et les BTS audiovisuel public, montage vidéo, on pouvait en faire avec un bac littéraire. Puis on m'avait dit que ça amenait à réalisateur, donc j'ai essayé ça. Et après, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment plus le côté, après quelques années, le côté vraiment pratique d'être sur le terrain. Et c'est comme ça qu'avec des stages, je suis devenue assistante réalisatrice. Et là, j'étais vraiment davantage sur le terrain, en fait, dans la logistique, l'organisation, sur le plateau, dans le stress, dans la dynamique de création d'un film. Et au final, je suis partie 2 ans au Canada juste avant le Covid. Et je voulais changer de voie, bifurquer un peu. J'ai fait un tournage pour la Warner Bros à Vancouver sur la série Batwoman. Et là-bas, ce qui est drôle, c'est qu'on était jusqu'à 26 assistants réalisateurs des fois. Enfin, on faisait des bases de 16 heures de travail par jour. Enfin, c'était assez dingue. Donc, c'est à faire une fois dans sa vie, mais je me sentais pas de le faire tout le temps. Et puis voilà, le Covid aidant, j'ai changé de secteur et je travaillais plus dans les festivals, l'organisation de festivals liés quand même à la culture, au cinéma. Je travaillais pour une école américaine d'art. Je faisais des petits CDD dans la culture et je m'étais vraiment dit que intermittente du spectacle, c'était plus pour moi. Et finalement, un jour, on m'a appelé pour un tournage pour Netflix, donc de la série Anthracite que vous pouvez voir sur Netflix et qui se passait en montagne, autour de Grenoble, un peu dans tous les secteurs, voilà, Champs-Rousse, Vercors, Grenoble même, Lac d'Aiguebelette. Et en fait, c'était un territoire qui me plaisait beaucoup. Et ce qui m'a plu, c'est l'idée de réfléchir aussi à la préservation des milieux naturels, à comment faire en fait pour faire des grosses séries comme ça dans des univers comme ça. Et puis du coup, j'ai commencé à faire de l'éco-production, mais sans avoir aucune formation, sans rien connaître en fait de tout ça. Et j'ai appris sur le terrain toute seule et avec des belles rencontres ensuite. Et c'est là où après on m'a conseillé de me former. Donc j'ai fait la formation longue certifiée CCP pour déployer une démarche éco-responsable sur les tournages. Et c'est ça qui m'a vraiment... en fait, le fait de faire ensuite, après 1 an d'éco-production, de vraiment faire les belles rencontres et me former, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de continuer et de me battre pour faire ce travail-là. Mais à la base, c'était pas une vocation. Je me suis dit, c'est moi qui veux faire de l'éco-production. Waouh. C'est plus les gens qui ont vu en moi un profil un peu cliché de tiens, elle a un peu tout pour. Elle aime bien les bons produits, les producteurs locaux. C'est vrai que j'aime bien le territoire. Plus voilà, montagne, campagne, j'aime bien la nature, tout ça. Et du coup, il y avait un petit peu des trucs clichés où voilà, les gens se sont dit tiens, on va essayer de la mettre à ce poste-là. Et du coup, aujourd'hui, tu recommanderais quoi à une personne qui voudrait se lancer dans cette voie ? Faire une école de cinéma, passer directement à la formation que tu as faite ? Ce serait quoi un peu le cursus aujourd'hui ? C'est une bonne question aussi parce que là, le secteur est en train d'évoluer. On a toujours du mal. On espère en fait que c'est un poste
qui va évoluer, qui va bien se développer et qui va exister voilà, en tant que métier à part entière, comme on disait tout à l'heure. Et d'un autre côté, finalement, ça serait tellement beau que sur les tournages, en fait, il n'y ait plus besoin de coordinateur ou de coordinatrice d'éco-production et que tout le monde fasse son métier avec plus de bon sens, avec des réflexes en fait adoptés dès le départ, dès le devis, par la production, par tous les départements. Mais on en est très loin, donc en effet, ça va pas être demain. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut vraiment... Déjà, à quelqu'un qui veut vraiment faire du cinéma, pour moi, c'est quand même un milieu qui est assez dur, qui peut être presque toxique pour quelqu'un qui serait pas bien préparé, qui aurait pas voilà, les épaules assez solides. C'est un milieu qui est bien sûr passionnant et qui est génial, mais qui est très plein d'incertitudes, avec de plus en plus quand même d'étudiants maintenant qui sortent d'écoles de cinéma, parce qu'il y a de plus en plus d'écoles de cinéma, de plus en plus de gens qui rêvent de ça. Et alors attention, c'est super de rêver, et je souhaite à tous ceux qui sont vraiment passionnés de réussir, mais c'est plus, je dirais, d'avoir un bagage solide et de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment faire dans le cinéma. Et si c'est quelqu'un qui veut vraiment faire de l'éco-production, soit vraiment de venir du secteur... écologie, d'un master, vraiment d'études plus concrètes sur vraiment le secteur davantage écologique, et ensuite de faire des stages, de pratiquer sur les tournages pour découvrir le milieu des tournages en étant vraiment sur le terrain et en apprenant sur le tas, avant ensuite de faire de l'éco-production. Ou alors d'avoir déjà un poste qui nous plaise concrètement sur les tournages pour faire, comme tu disais, des études ciblées. Je ne sais pas si c'est plus image, post-production, réalisation, production, et ensuite de se former à l'éco-production avec la formation longue. De toute façon, pour faire ce poste-là, je pense que la formation longue qui est sur 3 semaines est super, parce qu'on voit vraiment... tous les leviers, même l'impact en fait de l'informatique sur l'éco-production. Enfin, il y a vraiment plein de sujets. Et dans tous les cas, après, vraiment quelqu'un qui voudrait faire que coordinateur d'éco-production et qui le sait déjà, je pense qu'arriver par la production, c'est ça qui est le mieux, parce qu'en fait, ça vient d'en haut. Le but, c'est d'anticiper et d'embarquer les équipes, et ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est ceux quand même qui sont à la production. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le métier du coup en tant que tel ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Tu as un petit peu survolé tout à l'heure, mais quelles sont tes actions concrètes ? Étudier s'il y a déjà un plan de travail, en tout cas le scénario, voir si ça va être un film qui va être tourné juste en France ou qui va être tourné à l'international. Est-ce que ça va être tourné dans une ville où les transports vont pouvoir se faire en train, en vélo, je dis des choses, si c'est à Paris, c'est pas du tout pareil que si on est perdu en Ardèche ou dans la Drôme et qu'il y aura pas de transport, donc il va falloir prévoir des voitures. Est-ce que c'est des zones où on peut avoir des flottes de voitures électriques ? Enfin, il y a vraiment toutes ces questions transport, ces questions aussi d'acheminement, de où est-ce qu'on va s'approvisionner en décor, en costume. Est-ce qu'il y a des loueurs ? Est-ce que les loueurs de matériel vont être loin ? Ou est-ce qu'on est dans une grosse ville et il y aura beaucoup moins d'aller-retour pour le matériel ? Est-ce qu'on va pouvoir facilement... En fait, il y a un peu des thèmes. Alimentation, déchets, numérique, comme je disais, préservation des milieux naturels, on a bien-être animal. On va avoir pas mal de thèmes et on va se concentrer sur les différents thèmes pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et où seront nos leviers d'action. Qu'est-ce qui peine avec ça, l'estimation carbone ? Tu peux voir, mais oh là là, au niveau transport, ça sera la catastrophe sur ce film, ou au niveau consommation en eau, ou au niveau post-production, on sent que ça va être un film que en effets spéciaux et tout, donc il va falloir en fait compenser par d'autres leviers. Mon travail, ça va vraiment être de voir comment on peut compenser et de faire aussi des petites actions en fond qui peuvent sembler assez bénines, sans importance, mais qui vont servir un peu à la vitrine du tournage. Donc là, on parlait alimentation, justement, ça va être le choix de producteurs locaux, si possible, de produits de saison, de manger moins de viande, forcer un peu les équipes à avoir un repas végé ou 2 par semaine,
une table régie bien plus éco-responsable avec du fait maison, du vrac, une cantine qui suive notre tri de déchets, qui composte, en fait que tout le monde soit un peu embarque dans le mouvement, embarque dans la même mission écoprod en fait, pour que je pense qu'un bon coordinateur d'écoproduction, c'est quelqu'un qui va embarquer son équipe, et en fait tout seul, mais tout seul on fait rien, c'est pas nous qui décidons du film, on essaye de porter sur les épaules l'écoproduction du tournage, mais c'est pas possible, il y a trop d'enjeux, trop de monde, il y a environ entre 40 et 60 personnes qui travaillent autour de nous, donc on est quand même tout seul, des fois on est deux. Des fois, il y a des sociétés de conseil aussi qui accompagnent, mais globalement, ouais, c'est quelque chose qu'on gère seul. Et donc en amont, voilà, il va y avoir beaucoup de discussions. Ça va être souvent quand même des réunions en visio avec les chefs de poste ou des appels téléphoniques d'un peu toute l'équipe. Et si possible, rencontrer les gens en vrai, aller au repérage. Moi, je trouve que c'est hyper important de voir dans quel décor on va tourner, quelle est la configuration, comment on va pouvoir mettre des vraies choses en place. Et ensuite, sur le tournage, ça va être de faire les actions de base et de trouver des idées pour un peu innover. Par exemple, je sais pas, l'été dernier, j'ai tourné dans la Drôme. Il y avait beaucoup de milieux naturels. On tournait avec l'Office national des forêts, que je suis allée rencontrer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le tournage en milieu naturel ? Et du coup, on a fait appel à un naturaliste de la région avec l'association Nature au cœur. Et en fait, il est venu faire une étude d'impact du terrain dans lequel on allait tourner et se dire, bien sûr, on va pas changer, on va quand même amener une énorme cantine dans un champ, on va quand même tourner avec 50 personnes dans ce petit chemin de forêt. Et c'est pas un espace protégé, c'est pas grave, mais c'est intéressant de voir, tiens, cette espèce de plante-là, en fait, ça serait dommage de la piétiner, on va mettre de la rubalise autour parce qu'elle est fragile, alors que par exemple, là, c'est des mauvaises herbes, ou c'est un endroit où vous pouvez placer vos caméras, piétiner, c'est pas grave. Et d'avoir, même outre le fait que, oui, on n'est pas spécialisé dans les plantes, c'est pas notre métier, tout ça, en fait, on gagne aussi en crédibilité quand on a des experts comme ça qui viennent, que les gens du tournage peuvent voir que, en fait, à la fois les gens du tournage et à la fois les gens de l'endroit dans lequel on tournait, du secteur, du territoire, ils se disent, en fait, cette équipe de tournage, ils sont vraiment intéressés par le lieu dans lequel on tourne. Et là, on tournait à côté de Dieulefit, à Bourdeaux, dans la Drôme, et en fait, c'est vrai que tous les habitants, il y avait 500 habitants, et tous les gens autour, en fait, se rendent compte que en fait, on accorde de l'importance à leur territoire, à là où ils vivent, et on vient pas juste faire notre film. On va prendre en compte l'endroit dans lequel on est et essayer de faire des meilleures actions. Et un autre truc que j'avais vraiment aimé et qui est plus dans le social, c'est sur la série Anthracite, justement. J'avais beaucoup travaillé avec Emmaüs Grenoble, avec Emmaüs, donc qui est à Sassenage, vers Grenoble. Et en fait, outre le fait de travailler bien sûr avec Emmaüs pour tout ce qui est seconde main, tout ce qui est revalorisation ensuite en fin de film, tiens, tout ce qui nous reste sur les bras, on peut le donner à Emmaüs, on peut en faire quoi ? Emmaüs nous met en relation avec, par exemple, je sais pas, une association qui récupère de la nourriture. Tu as travaillé sur différents projets comme le film Les Gendarmes de François Plévaux-Légoni et Stéphane Archinard, ou encore les séries Anthracite et Flashback. Comment est-ce que tu appréhendes des projets aussi différents ? C'est intéressant parce que c'est vrai que malgré moi, je suis un peu habituée aux séries 6 x 52 minutes. Ce que j'aime dans les séries, c'est que tu vas avoir du temps pour mettre en place les choses. Même si, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la clé en coordination des coproductions, c'est d'arriver en amont et de mettre les choses en place avant. Comme ça, quand tu arrives, en fait, tout roule et les gens peuvent travailler. Mais si on ne donne pas les moyens, ça va s'appréhender très différemment. Parce qu'en fait, par exemple, pour prendre Anthracite par rapport à Flashback, Flashback, c'est une série qui se passe dans les années 90 et qui est tournée à Lyon. Donc, c'est tourné en ville et c'est une série d'époque. Anthracite, c'est une série où il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense, beaucoup de nuit, qui est tournée en plein hiver dans des tonnes de décors différents. Je pense que les équipes faisaient au moins 1 à 2 heures de voiture par jour en dormant à Grenoble.
c'était une série qui était, on va dire, c'était une grosse série française, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où voilà, il y avait beaucoup de contraintes en tout cas au niveau du tournage qui faisait que c'était compliqué c'était assez épuisant aussi pour les équipes, je pense. Et pour ce qui est des gendarmes, j'ai fait la préparation de ce long métrage. Pour moi, c'est vraiment un gros rêve de travailler en éco-production pour des longs métrages, parce que généralement les longs métrages ont moins de budget et n'ont pas en fait l'obligation des diffuseurs. C'est pas la même chose pour les longs métrages que pour les séries en termes d'éco-production. Et ça va plutôt être un vrai choix quand ils partent sur de l'éco-prod. Les gendarmes, c'était avec Bamboo Film. Et du coup, pour ce projet-là, j'avais vraiment la chance de pouvoir discuter avec les équipes en amont, en fait, avec les chefs de poste en amont, et de pouvoir vraiment venir sur Paris, ouais, c'est ça, rencontrer les équipes et être écouté, en fait, être entendu, parce que c'était une réelle volonté de leur part. Et là, après, ils n'ont pas eu les moyens sur le tournage de garder de l'éco-production présente, entre guillemets, parce qu'après, c'est ça, on peut à la fois accompagner et structurer le projet en amont, en aval, et pendant, d'ailleurs, on peut le faire aussi à distance. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi le fait d'être présent sur une journée de tournage et d'être là pour venir rencontrer les équipes sur le plateau, mettre en place des choses concrètes. Et c'est beaucoup de délégation, essayer de déléguer aussi pour que tous les départements mettent un peu des choses en place, parce qu'on ne peut pas se diviser en plusieurs personnes nous-mêmes, et rendre les gens autonomes. Mais du coup, ouais, comment j'évalue aussi quand on me propose différents projets comme ça. En fait, déjà, c'est quel est le territoire dans lequel on va tourner. Est-ce qu'on va tourner au bord de mer? Est-ce qu'on va tourner sur l'eau? Est-ce qu'on va tourner en montagne? Est-ce qu'on va tourner en ville? Est-ce qu'on va tourner dehors ou dedans, en studio ou pas? Parce que suivant la logistique de tournage, on va pouvoir mettre en place plus ou moins de choses, et suivant le nombre de décors, si tu bouges tout le temps, ça va être épuisant au niveau voilà, du recyclage, au niveau de pas mal de choses, au niveau des transports. En fait, ça va beaucoup jouer. Du coup, moi, je regarde aussi, est-ce que c'est voilà, un tournage avec beaucoup de milieux naturels ou non. Et après, quelle est aussi l'implication vraiment du directeur ou de la directrice de production, et ensuite de l'équipe, des chefs de poste, du réalisateur. Quels sont les moyens qu'on a en fait pour mettre des choses en place. Par exemple, flashback du coup sur la saison 1, on avait des bureaux fixes en fait à Lyon, et qui étaient aussi avec de la construction de décors, notamment tout ce qui était commissariat et prison, qui avait été construit dans ces bureaux de location. Donc en fait, une fois que ça s'est mis en place et tout, on a un peu un camp de base qui va pas bouger. Sur Anthracite, il y avait un camp de base au niveau de la déco, mais là on était sur 32 personnes à la déco qui bougent dans tous les sens. Donc on voit au niveau des dépenses carbone en fait d'un film, de la répartition des postes d'émission, c'est les transports qui sont souvent le plus gros facteur d'émission d'un film. Là, je vois 27,5% pour les transports. Et ensuite, tu as 24,6% sur l'achat de biens, les décors, les costumes et la régie. Donc, c'est là qu'on se dit, oulala, on veut acheter de seconde main, et on veut acheter soit du bio, soit du local pour acheter le mieux possible. Et après, il y a 10,8% pour l'alimentation. Et quand même, une dizaine de pourcents pour la post-production. Donc bien suivre après les studios, les laboratoires, en fait, comment ils vont faire. Si nous, on a été irréprochables tout au long du film, ça serait dommage qu'il n'y ait même pas un peu de tri, et que les rushs ne soient pas sauvegardés avec un minimum de réflexion, en fait, à la fin, en post-production, sur est-ce qu'on sauvegarde les rushs en LTO, sur disque dur, combien de temps on va les garder, combien de copies on va faire. Et l'immobilisation du matériel, on voit que c'est 10%. Et ça, c'est vraiment... on travaille avec les loueurs, que ce soit Transpalux, TASF, en ce moment, avec notre asso Accept, sur les questions de... Eux, ils sont obligés d'évoluer comme nous. Mais en fait, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter et comment on peut améliorer nos pratiques
sur voilà, le choix du matériel, combien de temps on loue ce matériel, combien de temps on immobilise ce matériel, est-ce que c'est mieux d'être à 1, 2 caméras, on sait par exemple bêtement hein, mais que c'est beaucoup mieux de tourner avec un drone qu'avec un hélicoptère, tu vois. Enfin, il y a des trucs maintenant qui c'est même moins cher aussi ça, avant que ce soit oui, c'est ce qui nous aide, c'est moins cher. Et les groupes électrogènes, tiens, c'est que 4%. Et il va y avoir aussi 3,6% de l'hébergement. C'est vrai que j'ai pas parlé d'hébergement et que suivant les tournages, comme on voit, Flashback, c'est donc un tournage qui est à Lyon, donc en ville. Donc il y a énormément de gens qui sont embauchés, qui sont des gens du territoire. Je travaille aussi en tant que coordinateur et coordinatrice des coproductions. On travaille aussi avec le bureau d'accueil des tournages, avec les régions en fait. Donc je travaille avec la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment donc sur Flashback et sur Anthracite. Et sur Flashback, ils vont embaucher des gens du territoire qui vont pouvoir vivre chez eux. Et il y aura que du coup les Parisiens qui vont être logés voilà, sur Lyon pendant tout le temps de la série. Alors que sur une série comme Anthracite qui est en déplacement, là en fait toute l'équipe va vivre un peu comme une grosse colonie de vacances sur place. Et donc là, c'est intéressant de voir maintenant, nous, à notre stade, comment on gère les hébergements. Par exemple, mutualiser des gîtes, avoir des locations, en fait, ça va avoir un impact carbone bien meilleur que l'hôtel. Et notamment parce qu'aussi, en plus de pouvoir cuisiner, avoir mutualiser un peu les dépenses carbone, il va y avoir aussi cette facilité de covoiturer puisque les gens habiteront ensemble, ils pourront davantage covoiturer, on pourra peut-être mettre en place des minibus. Sur Anthracite, on avait beaucoup de minibus notamment, parce que tout le monde était quasiment logé au même endroit. Donc voilà, et est-ce que la question aussi qui reste en hébergement, c'est est-ce que c'est mieux de bouger tous les jours d'hébergement en suivant tes décors pour avoir moins de déplacements et moins de fatigue, ou est-ce que c'est plus pratique, comme on a fait sur Anthracite, d'être tous logés sur Grenoble et de bouger en étoile tous les jours ailleurs. Et d'ailleurs, concrètement, quelles sont les décisions sur un tournage qui ont le plus d'impact écologique et comment est-ce que tu arrives à influencer ces choix ? Beau challenge, je dirais que donc ça va être, comme je disais tout à l'heure, les décisions liées au scénario, quand même beaucoup, à qu'est-ce qu'on pourrait légèrement modifier du scénario qui changerait tout au niveau de l'impact carbone. Et ça, j'ai très peu d'influence sur les choix, sauf quand même avec les réalisateurs, en fait, plutôt après, une fois qu'ils me connaissent et que ma présence est là. Je sais qu'il y a des réalisatrices qui font preuve de bon sens. Cathy Vernet, notamment, sur le dernier tournage sur lequel j'avais travaillé, qui s'appelle Ceylan et Cindy, qu'on avait tourné donc, dans la Drôme, et où la réalisatrice a accepté de réécrire les scènes de pluie pour qu'il y ait moins de fausses pluies en fait à des moments qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Par exemple, quand les acteurs sont en intérieur et qu'on voit qu'il pleut dehors ou des choses comme ça, l'impact de la quantité d'eau qu'on allait gaspiller par rapport à l'efficacité qu'on voit à l'image, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Parce que bien sûr, on dit toujours priorité à l'image. Et c'est sûr qu'on est là, je dis tout le temps, on n'est pas là pour faire de l'écologie, on est là pour faire un film. De toute façon, un film pollue, de base. À moins qu'on tourne comme Camille Etienne ou qu'on fasse un film uniquement à vélo. Il y avait une pub pour la Biocop comme ça, je crois, qui était avec vraiment une caméra à l'ancienne, à manivelle, tout ça. Mais voilà, là, on est vraiment sur faire des films. Et du coup, justement, quand tu me disais qu'est-ce qui a le plus d'impact, il va y aussi y avoir le choix du format dans lequel on tourne. Est-ce qu'on va tourner en 4K ? Est-ce qu'on va tourner en 8K ? Pourquoi ? En quoi, en fait, on va tourner ? Je discutais dernièrement aussi avec une collègue qui avait travaillé en pellicule. Comment tu fais, en fait, pour rendre ton projet éco-responsable suivant les moyens techniques utilisés ? Et voilà, donc ça va être discuté aussi avec... c'est pour ça que c'est intéressant d'arriver en amont, parce que discuter aussi avec le chef opérateur pour savoir en fait pourquoi ces choix-là, discuter avec le labo de post-production, si on peut, pour savoir mais pourquoi ces workflows,
comment on peut choisir, en fait, comme je disais, en quoi les rushs vont être sauvegardés, comment le montage va être fait, comment la post-production va avoir lieu, et tout en faisant attention, parce que tout ça va toucher à de l'artistique, mais c'est juste si c'est bien pensé, si le format d'image est bien pensé, en fait, et qui correspond bien ensuite au format d'export, à toute cette chaîne, en fait, du numérique. Qui représente, selon toi, le prix EcoProd, notamment dans le contexte du Festival de Cannes? Eh ben écoute, je dirais que moi, j'ai fait mon lycée à Cannes, en option théâtre-cinéma, et à l'époque, on allait tout le temps, on avait des badges, on passait partout au Festival de Cannes. À l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qui est numérique pour nous flasher en QR code et nous empêcher de passer partout. Donc vraiment, le Festival de Cannes, c'est un super rêve d'adolescente et j'ai tout fait au Festival de Cannes, j'ai tout vu et je me rends compte de l'impact que ça peut avoir sur le réseau, sur les rencontres. Surtout depuis là qu'on fait de l'éco-production, on voit qu'on rencontre tous les gens qui font comme nous à l'international. On assiste à des tables rondes sur l'éco-production en Scandinavie, sur les Allemands qui ont monté des trucs. Donc c'est un excellent endroit de réseau. Et c'est aussi, donc, comme je disais au début, un excellent endroit pour rêver. Tu peux voir des films incroyables en avant-première, tu peux te retrouver à côté d'Harrison Ford, tu peux te retrouver à serrer la main de Spielberg, de Tarantino. Et donc je pense que il y a un aspect très rêve et un aspect très aboutissement d'un film qui est à Cannes et tout. Donc de voir que des films en compétition concourent pour le prix EcoProd à Cannes, c'est génial parce que ça veut dire déjà c'est trop bien qu'EcoProd ait organisé ça, c'est trop bien que ça marche. Et de voir, c'est quand même des films qui remplissent des dossiers EcoProd et qui expliquent toute leur démarche. Donc le coordinateur ou la coordinatrice d'éco-production explique sa démarche et la réalisation aussi. Et en fait, ensuite, il va y avoir le jury du prix EcoProd qui va délibérer et qui va décerner le film qui aura eu le plus d'impact et d'originalité en éco-production. Et du coup, je trouve ça super. Après, pour que ça ait vraiment de la valeur, il faudrait que ce prix soit aux marches rouges, tu vois. Parce que pour l'instant, ce prix a plutôt lieu sur des plages du festival, hein, dans les pavillons du festival, bien sûr. Mais c'est encore un public niche un peu. C'est un peu confidentiel, ouais. Pas confidentiel, tout le monde peut venir. Oui, mais confidentiel dans le sens où c'est pas très connu, c'est un petit peu sur le côté, c'est un peu en off, quoi. Genre, ouais, ça va les gens intéresser. peuvent venir, mais... En fait, c'est souvent le problème de tout ce qu'on fait en éco-production. Il y a souvent les gens intéressés par l'éco-production qui sont là. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça intéresse tout le monde, tu vois. Et intéresser vraiment des gens qui avaient même pas idée de ce que ça pouvait apporter, tout ça. Ouais, qu'il y ait plus de monde et vraiment que ce soit intégré à l'intérieur du Palais des Festivals, en tout cas. Ça serait génial. Mais je pense que pour les films qu'on a eu, je pense notamment au roman de Jim, que j'avais beaucoup aimé, qui avait eu le prix EcoProd, pas l'année dernière, l'année d'avant. Je pense que c'est quand même en tout cas, la communication qui est faite autour ensuite est chouette. Le CNC en parle. Il y a 18 films qui étaient en compétition au prix EcoProd, donc c'est génial. Non, en fait, nous, plus on parle d'éco-prod, plus on parle d'éco-production, plus c'est vulgarisé, plus on est content. Et c'est vrai qu'à Cannes, on avait même fait une marche verte pour un cinéma plus vert, tu vois. Il y a beaucoup de collectifs qui existent, donc je parlais de notre association, Nous Accept, qui est ciblée sur notre métier de coordinatrice d'éco-production. Mais il y a aussi un collectif qui vient de se transformer en association, qui s'appelle le collectif L'Étoile Verte, donc comme des toiles de cinéma plus vertes, et qui lui regroupe vraiment tous les professionnels du cinéma intéressés par ces questions d'éco-responsabilité. Et du coup, c'est génial parce que tu peux avoir un ingé son, un régisseur, un chef-op, enfin, tu vois, et c'est une très belle communauté. C'est vraiment des belles personnes. Je fais partie du conseil d'administration là depuis que c'est devenu une asso. Et c'est vrai qu'à Cannes, on voit l'impact que ça a, en fait, de se retrouver en fait, entre gens qui font tous un métier différent, tous liés au cinéma, mais avec, tu vois, cette même envie d'aller dans cette démarche d'éco-production dans le cinéma. Et selon toi, à quoi ressemblera un tournage éco-responsable dans 10 ans ?
Un tournage éco-responsable dans 10 ans. Et ben, il y aurait dans chaque département, il y aurait une personne qui aurait la casquette éco. Donc il y aurait éco-déco, éco-régie, éco-caméra, éco-lumière, éco-déco. Ça veut dire qu'il y aurait une personne qui ferait son métier, enfin qui serait dans son département, dans son métier, mais qui aurait vraiment des compétences et un intérêt pour l'éco-production. Et ce qui fait qu'elle serait vraiment spécifique, par exemple spécifique à la déco, mais elle étudierait toutes les questions de matériaux, de produits, de quelle peinture on va utiliser, de produits chimiques, de quelles alternatives, tout ça. Et il y aurait une personne, du coup, peut-être que ça sera toujours moi, coordinatrice d'éco-production ou coordinateur, qui chapeautera en fait le truc vraiment en amont et le truc un peu d'en haut. Ça serait vraiment l'idéal, tu vois, de vraiment réfléchir, pouvoir mettre en place des trucs, pouvoir discuter avec la production, la réalisation, les chefs de poste, et ensuite d'avoir vraiment le relais quotidien sur le terrain de personnes dans chaque département qui mettent en place des réelles actions et pas de faire semblant, en fait. Limite que tous les films ne seraient peut-être pas éco-responsables, mais que ceux qui sont éco-responsables, ils le sont vraiment. Et c'est un leitmotiv, ça serait top. Après, d'une version plus utopiste, on pourrait même dire qu'il y aurait même plus besoin qu'un film soit éco-responsable parce qu'ils le seraient tous. Mais là, on est plus en train de partir quand même sur les dystopies que sur les utopies. Le mieux qui peut. En fait, il y a l'évolution technologique, il y a plein de choses qui font qu'on peut se poser la question, mais après, je pense que sur certains points, on est obligé de partir dans une consommation plus raisonnée et plus éco-responsable pour aller aussi avec l'évolution des villes, l'évolution des lieux. Je vois même pour obtenir des autorisations de tournage, il y a des territoires en fait qui vont être de plus en plus sensibles, des zones qui vont être de plus en plus protégées. Et quand ils voient arriver, je sais, en région Gap, Briançon, dans toutes ces zones-là, quand ils voient arriver des tournages, en fait, pour pouvoir donner une autorisation de tournage, tu as envie d'être sûr que ça ne va pas dégrader ton environnement. Donc moi, j'espère qu'on va pouvoir jouer là-dessus. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est préservation des milieux naturels, pour jouer sur le fait que faire un tournage plus éco-responsable peut faire en sorte que tu aies plus facilement tes autorisations de tournage, que ton équipe dégrade moins et que les gens soient contents en fait, qu'il y ait des tournages et de les accueillir. Ouais, ça, c'est que finalement avoir... la petite, le petit badge éco-responsable, que ça t'ouvre des portes, que ça soit vraiment utile, quoi. Parce que c'est ça aussi qu'il faut avoir, c'est que finalement, aujourd'hui, comme tu as dit, que tu es 1, 2 ou 3 étoiles, ça sert pas tant, t'as pas forcément l'aide du CNC, c'est plus, si c'est un vrai message porté, c'est cool, mais là, si en plus ça t'offre des vraies possibilités derrière, c'est encore mieux, tu vois, je pense. Ouais, exactement. Et il y a un truc que j'adore, c'est, par exemple, sur la plateforme, il y a des plateformes sur lesquelles tu commences à voir ça. Si tu regardes un film sur Canal+, tu peux voir une section film éco-responsable. Et du coup, en fait, c'est de davantage marqué. On a hâte que ce soit davantage marqué au générique, que ça communique davantage autour. Et comme je te disais tout à l'heure, d'utiliser le public, d'utiliser la communication pour en fait que le public se dise mais c'est trop bien en fait. Je suis allée voir un long métrage, il a été tourné de manière éco-responsable. Mais encore plus, par exemple, sur la pub. Parce que je sais qu'il y avait... la pub du dévendeur, que je conseille à tout le monde de voir une fois, qui est trop bien, qui incite à ne pas vendre. Et donc, c'est des pubs qui sont faites de manière éco-responsable, avec un message éco-responsable, donc de l'ADEME. Mais il y en a très peu, des pubs comme ça. Globalement, la pub incite à surconsommer. Et les pubs, est-ce qu'elles sont faites de manière éco-responsable ? Et c'est ça qui serait trop cool, c'est qu'en fait, les gens soient aussi intéressés de comment est fait comment est fait le film, comment est fait la série, comment est fait la pub. Et est-ce que ça a été fait de manière vertueuse ? Et on en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais à quel moment t'es appelé pour aller être sur une série ou sur un film, et qui t'appelle, du coup je suppose que c'est la production plutôt que la réalisation peut-être ? Ouais, franchement, globalement c'est 90% le directeur de production ou la directrice de production qui m'appelle. Parce qu'il a vu passer mon CV ou entendu mon nom ou vu mon CV dans les bureaux d'accueil des tournages région.
En fait, c'est quand même un milieu qui fonctionne au bouche à oreille, vraiment. Et c'est souvent le directeur ou la directrice de production qui m'appelle. Ça peut arriver que ce soit un peu plus tôt En fait, ce que j'aimerais, c'est que ce soit le plus tôt possible. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit avant le début en fait des équipes déco. Tu vois, vraiment en amont du projet. Ça m'est arrivé quand c'est des dirprod que je connais et qui savent que je fais ça et qui voient qu'ils vont avoir un projet et qui se disent, tiens, du coup, il y a beaucoup de projets d'ailleurs qui sont tombés à l'eau l'année dernière parce qu'il y a les projets, est-ce qu'ils vont se tourner? Est-ce qu'il va y avoir la possibilité de faire de l'éco-production dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Mais en tout cas, au moins d'être mis au courant et de rencontrer les protagonistes importants du projet en amont, ça c'est cool. Le pire qui puisse m'arriver, c'est d'arriver vraiment une semaine ou deux avant le début du tournage, que les vraies décisions aient été prises, que les prestataires aient été pris, que tu vois, les voitures aient été déjà louées, que la flotte de véhicules, en fait, t'as plus trop le choix. Les logements, t'as plus trop le choix. Le matériel, t'as pas trop le choix. Et du coup, t'arrives et tu fais avec ce que t'as et tu vas passer en fait du temps à faire défaire. Mais une fois que les gens auront commencé à travailler, tu vas mettre en place des choses au fur et à mesure du projet, ce qui va améliorer bien sûr la chose, mais ton impact il sera beaucoup moins gros. Tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi sur un tournage et en préparation du coup? Ouais, en préparation, ça va être beaucoup de documents à chercher, rassembler, regarder pour faire l'estimation carbone. Le devis aussi à décortiquer. Tout en ayant le premier truc à faire, comme je te disais, c'était de se faire une petite lecture environnementale du scénario, même si c'est moi toute seule, pour avoir un peu dans quoi je me lance, qu'est-ce que ça va être, voir un peu s'il va y avoir beaucoup de décors, comment va être la configuration du projet, et très vite appeler au moins tous les chefs de poste, si possible presque tout le monde, mais vraiment avoir au téléphone tous les chefs de poste pour voir qui est partant, qui est vraiment dans la démarche, et qui va s'opposer à la démarche, qui vont être mes alliés en fait pour être le moins seul possible. Ça, et après commencer à faire des mails aux différentes équipes et préparer un peu des chartes d'éco-production, quels vont être établir en fait nos leviers d'action, voir quelles vont être nos possibilités finalement. Quels vont être nos leviers d'action, quel va être notre objectif principal? Est-ce que c'est avoir le label EcoProd? Est-ce que c'est juste, vous aurez quelqu'un 2 jours par semaine qui vient juste mettre des actions en place. Donc là, il faut le tourner pour que ça donne envie aux gens de te suivre. Ou carrément, on va être tous partants pour avoir le label EcoProd, ou pour avoir la prime RSE+, ou pour avoir les deux. Et là, voir un peu comment motiver les équipes. Donc ça, c'est surtout en prépa. Et puis rencontrer les gens le plus possible, comme je te disais, en vrai si je peux. Sinon, au moins en visio ou par téléphone. Et après, m'incruster au repérage. Ça, c'est la base. En fait, les repérages, ça permet les repérages techniques de voir les chefs de poste et d'être plus crédible à leurs yeux. Parce qu'en fait, t'es là. Donc si t'es là au repérage, c'est que t'es quand même importante. Parce que sinon, tu serais pas là. Et tu vois tous les décors et tu entends tout ce qui se dit. Et tu peux poser les questions et tu peux déjà te dire « Ouh là là, ce décor-là, je sens qu'ils vont vouloir prendre un groupe électrogène. » Ou « Ouh là là, il va y avoir beaucoup de nuits. » Ou il va y avoir beaucoup de déplacements là. Où il n'y a pas de gare, tu vois, il n'y a pas de moyen de transport. Tout le monde va... Je sais pas, t'es à Nice ou en Corse, tout le monde va vouloir venir en avion. Comment convaincre les comédiens de prendre le train? Et après, pendant le tournage, j'ai un chef assistant réalisateur qui disait tout le temps bonne prépa, bon tournage. Le problème, c'est que maintenant, les prépas sont de plus en plus courtes, les délais sont courts, et du coup, des fois, t'as même pas tous tes textes, toutes tes infos, tu vois, pendant la prépa, donc tu peux pas avancer. Tout le monde est à la bourre, en fait, tout le monde est en retard, et donc ça va être... le fait que tout le monde soit en retard, ça va te mettre vraiment dans une position un peu dernière minute, qui crée un stress qui peut être très productif, mais le début de tournage finalement c'est jamais comme on l'espère, mais on va dire que la journée type idéale, je trouve que c'est vraiment passer sur le plateau, vraiment prendre la température un peu des gens et montrer que t'es là, en fait quand même montrer qu'il y a une présence EcoProd, montrer que tu suis un peu le truc, que tu vérifies bien que ce soit à la table régie, que ce soit les poubelles, que ce soit derrière le combo, que ce soit
les informations à récupérer, tu vois, quels sont les projets utilisés pour les scènes, comment sont venus les figurants, combien de kilomètres ils ont parcouru, tu vois, aujourd'hui, comment... En fait, prendre la température vraiment du tournage, être présent aussi sur le plateau quand il y a des scènes particulières, par exemple, présence d'animaux, donc pour voir le bien-être animal, quand c'est un tournage en milieu naturel, comme je disais, mais aussi, voilà, s'il y a fausse pluie, fausse neige, effets spéciaux, cascades, des trucs un peu complexes, c'est bien aussi de montrer que t'es là. Donc voilà, donc il y a beaucoup un moment d'échange sur le plateau, où du coup, tu vas aussi pouvoir en profiter pour parler avec les différents départements et croiser des gens que tu croiserais pas spécialement, et jongler entre cette présence-là et la présence dans ton bureau. Quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail ? Les endroits que j'ai pu voir, en fait, tous les endroits que j'ai pu découvrir, et aussi des endroits vraiment plus insolites, en fait, dans lesquels t'aurais pas le droit d'aller, dans lesquels c'est un peu inaccessible et tout, et les tournages te permettent, en fait, d'accéder à cet endroit-là, parce que, bah, du coup, d'un coup, t'es passe-partout, en fait, parce que tu fais partie du tournage. Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Dresseurs animaliers pour l'audiovisuel, mais c'est ça, ils sont tellement... les dresseurs animaliers sont tellement passionnés par leurs animaux et sont tellement importants sur un tournage parce qu'en fait, ils vont te gérer l'animal comme un comédien, que ça va être passionnant, conseiller animalier. Je suis de plus en plus avec eux, maintenant. Ça, et puis bah, les cascadeurs, il y en a, c'est des sacrés personnages qui viennent régler leurs cascades, tu vois. Merci beaucoup Alice. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.